Je te vois. C'est le titre du mail que Tim Hart reçoit une nuit de novembre 2011. Son expéditeur, Jack, un vieil ami à lui, est mort depuis 4 mois. Tu m'entends? Je suis chez toi. Nettoie ton putain de grenier. Une référence à une blague que seuls les deux amis connaissent. La mort de Jack a été brutale. C'est peu probable qu'il ait planifié l'envoi du mail des mois à l'avance. Personne ne connaissait son mot de passe et après vérification, aucune alerte de sécurité n'a révélé la présence d'un hacker. Ne crions pas trop vite aux fantômes. Certains sites comme Death Switch ou Great Goodbye te permettent d'écrire un mail qui ne s'envoie que si ton compte est inactif après une certaine période. Tout n'est peut-être qu'une ultime blague de Jack. Quelques jours plus tard, son cousin Jimmy reçoit lui aussi un mystérieux mail. Je savais que tu allais te casser la cheville. J'ai essayé de te prévenir, tu aurais dû faire plus attention. Sa blessure datait de la semaine dernière, bien après la mort de Jack. Comment aurait-il pu le savoir à l'avance? La famille prend ça comme un cadeau, un signe que celui qu'ils aimaient veille toujours sur eux. Après ça, plus aucun mail. Sur internet, on théorise que Tim avait secrètement accès au compte et a voulu créer une belle histoire, mais aucune preuve. Internet est un endroit rempli de mystères, certains étranges ou terrifiants, mais tous ne sont pas résolus. Comparé aux autres, l'histoire de Jake n'est qu'un amuse-bouche. Plus on remonte loin, plus les informations sont rares. Dans les débuts du web se cachent des secrets qui font froid dans le dos. D'où vient Jeff the Killer? Salut, je suis Killer Jeff. Voilà ce que tu pouvais lire en 2008 sur les forums de Newgrounds. Un visage livide, sans nez, une large bouche difforme et des yeux ronds qui pénètrent ton âme. L'image est reprise jusqu'à devenir une creepypasta, une légende d'internet que les gens partagent en boucle. Jeff the Killer est né. L'une des histoires parle de lui comme un jeune garçon qui nettoie sa baignoire. Il glisse et finit gravement blessé par des produits ménagers contenant de l'acide. Traumatisé par son nouveau visage, il sombre dans la folie et se met à commettre des meurtres. La deuxième, plus sombre, raconte comment Jeff s'est battu contre un groupe de jeunes qui attaquaient son frère. Il en tue un, mais les deux autres lui versent des produits acides et le brûlent, lui donnant son apparence morbide. Sa popularité monte en flèche, en quelques années ça devient l'une des creepypastas les plus connues aux côtés de Slenderman ou l'histoire de l'Avant-Ville. Mais tout ça nous fait oublier la vraie question. Cette image, elle vient d'où? Qui est vraiment sur la photo? Killer Jeff dit que c'est lui qui l'a prise, mais c'est un mensonge. On la retrouve dans un vieux post d'un site japonais en 2005. D'après les commentaires, elle date de bien avant. Plus on remonte, plus on a du mal à la retracer. La plupart des sites où elle aurait pu être ont fermé ou supprimé leur vieille base de données. Les théories tournent rapidement autour de cette fille, Katie Robinson. Elle aurait mis fin à ses jours après avoir été harcelée par des trolls de 4chan, la bombardant de retouches Photoshop de sa tête. L'une d'entre elles, Jeff the Killer. Mais tout est faux. En 2019, on retrouve la personne en question. Elle est toujours en vie et n'a rien à voir avec cette histoire. Elle ne s'appelle même pas Katie. On fouille internet pour trouver une ressemblance. On crée même un Reddit dédié juste pour ça. Beaucoup de fausses pistes, quelques suspects, toutes des filles asiatiques aux cheveux noirs, mais rien de solide. Il y a quelques mois, plusieurs explorateurs du web découvrent un très ancien blog, celui de Mariko, une japonaise victime de cyberharcèlement sur son poids et son apparence. Sauf que là, c'est son propre copain de l'époque qui postait des photos pour se moquer d'elle. L'une d'entre elles ressemble très fortement à celle qu'on connaît. Rapidement, le petit ami reçoit un retour de bâton des internautes qui trouvent son comportement inacceptable. Quelques semaines plus tard, la page ferme. Du coup, est-ce que c'est elle? On sait pas. Beaucoup de coïncidences, mais pas de preuves concrètes. Et quant à celui ou celle qui a fait les premières retouches de la photo, même presque 20 ans plus tard, on n'a toujours aucune piste. Nous, on en a une, mais on te l'a dit seulement si tu t'abonnes, car quasiment 80% des gens qui nous regardent ne le sont pas. Alors vas-y. Le fichier le plus maudit d'internet. N'ouvre jamais ça. Au début des années 2000, sur les forums, un bruit court. Certains auraient trouvé un dossier chiffré en points rares, à l'intérieur des images si atroces qu'elles rendent fous tous ceux qui ont le malheur de les voir. Une boîte de Pandore numérique. Celui qui le poste dit avoir été tellement choqué qu'à seulement 19 ans, ses cheveux sont devenus gris. Oui, comme Kaneki. Plus tard, il est retrouvé mort, laissant derrière lui un mot: elle est venue pour moi, n'ouvrez jamais le dossier. Bon, c'est que des rumeurs, aucune manière de le vérifier, mais le fichier, lui, existe vraiment. Encore aujourd'hui, on peut même le trouver sur internet. Problème, il est protégé derrière un long mot de passe. Le mystère grandit, certains prétendent l'avoir ouvert sans jamais donner de preuves convaincantes. En 2009, une étudiante américaine dit avoir réussi à trouver le mot de passe. Elle le vendait pour 5 $. Évidemment, c'était faux. Une archive WinRAR protégée, c'est très compliqué à craquer de force, même avec un décodeur. De ce qu'on sait, à l'intérieur, il y a un seul fichier, irenes.gif. En français, frisson. On pense qu'il contient cette image, mais on n'est pas sûr. Un jour peut-être, on
percera son secret, pour voir une bonne fois pour toutes s'il est hanté ou non. Après, sur internet, c'est loin d'être la seule chose à ouvrir. Si tu reçois un message d'un internaute du nom de Slave Master, ne réponds pas et appelle la police. Passe le mot. Voilà ce qu'on pouvait lire dans les toutes premières chatbox des années 90. Une rumeur courait que l'utilisateur prenait contact avec ses victimes sur internet, gagnant tranquillement leur confiance pour récupérer leurs informations personnelles avant de venir chez eux pour les tuer. Plusieurs personnes qui lui ont répondu ont déjà disparu. Bien sûr, on pense à un spam, un de ces messages bizarres qui te demande de le partager à 10 autres personnes, sinon tel truc va arriver. Sauf que c'est vrai. Le 2 juin 2003, au Kansas, la police arrête John Edward Robinson. En fouillant sa maison, on trouve les cadavres de plusieurs personnes ayant échangé avec Slave Master quelques années plus tôt. Il avoue 5 meurtres, jugé coupable pour 3 d'entre eux, condamné à la prison à vie. Le vrai mystère, c'est le nombre total de ses victimes et l'emplacement d'un grand nombre d'entre elles. Encore aujourd'hui, seul lui sait où elles se trouvent et il emportera ce secret dans sa tombe. C'est un des tout premiers cas de ce genre sur internet et malheureusement, depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, alors fais attention à qui tu parles. Le plus grand mystère de Reddit. A858 suivi d'une longue série de chiffres, voilà ce qu'ont trouvé les curieux de Reddit en 2011. Un fil privé et mystérieux avec un seul membre actif. Tous les jours, il poste des pavés de caractères aléatoires. Sans but ni explication, ça fait plus d'1 an qu'il fait ça. On commence à se poser des questions. Est-ce que c'est un code? Certaines combinaisons semblent se répéter, comme pour former des patterns. Et si il y avait un sens derrière tout ça? Certains tentent de le décoder. On crée même un autre fil, R-Solving A858. Mais sans aucun indice, c'est dur. Ça pourrait très bien être juste un troll, mais assez motivé pour publier des milliers de séquences jour après jour sans rien dire à personne. Lentement, on déchiffre quelques morceaux. Un internaute offre à A858 un mois de Reddit Gold, en retour il reçoit cette suite de caractères, qu'il traduit en Merci Gold. Ça donne une base pour tenter de comprendre le reste. Des citations de livres jusqu'à une image de Stonehenge, on trouve de tout, mais rien n'a de sens. 4 ans plus tard, en 2015, l'utilisateur se décide enfin à parler, mais toujours en code. Sur R-Solving A858, il répond à toutes les questions que les internautes lui posent, à condition qu'ils utilisent eux aussi des séquences de chiffres et de lettres, toutes sauf la raison pour laquelle il fait ça. 1 an plus tard, un utilisateur du nom de TeamWMod arrive et annonce que le projet A858 est terminé. Plusieurs éléments clés n'ont pas été découverts ou ont été incompris. Dans l'état, peu importe les efforts, il n'est plus possible de résoudre A858. D'après les modérateurs, la personne est en effet le propriétaire du fil original. Ils avaient réussi à le contacter et dans un autre post, ils expliquent que celui derrière A858 était en fait payé par une entreprise pour poster ses messages codés de différentes manières, dans le but de créer du mystère et attirer les gens. Qui sont-ils? Pourquoi faisaient-ils ça? On n'en sait pas plus. D'après le témoignage, l'entreprise a décidé d'arrêter le financement du projet, marquant la fin d'A858. Pour certains, c'était un moyen de communication pour une organisation terroriste ou criminelle. Tous ces chiffres seraient en fait des stations de nombres, une manière de faire passer des messages codés à utilisation unique. On avait déjà vu ça en 1996 sur Usenet. Des emails étranges remplis de textes aléatoires, tous envoyés précisément à minuit avec cette phrase en objet: Markovian Parallax Denigrate. On n'a jamais compris ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'était une discussion entre espions? Mais pour A858, ça colle pas. Si c'était ça, pourquoi on aurait rendu ces messages publics? De même, comment expliquer les images de Stonehenge et les citations déchiffrées? D'autres pensent que c'était peut-être une manière pour une entreprise de cybersécurité de trouver des nouvelles recrues. Ceux qui ont réussi à déchiffrer à cette séquence se seraient fait offrir un travail. On avait déjà vu ça avec le mystère de Cicada 3301. C'est peut-être plus cynique. Dans les années 90, plusieurs Canadiens passent devant un panneau publicitaire qui encourage à appeler le numéro 1-800 Golf Type. Mais au lieu de conseils, à la place, tout ce qu'on entend, c'est un homme qui compte jusqu'à 10 en boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu écoutes assez longtemps, soudainement, un cri, puis une alarme super forte. On passe le mot, les adolescents l'appellent pour s'amuser, d'autres pour tenter d'en percer le mystère. Quand on s'intéresse à l'entreprise qui possède le numéro, on se rend compte qu'elle a été plusieurs fois accusée de rassembler des millions de numéros de téléphone pour les vendre à des agences de télémarketing. En sachant ça, peut-être qu'A858 avait un but similaire: générer de l'attention autour de quelque chose et récolter tes données personnelles. Ça a l'air inutilement compliqué,
expliquer, mais en l'absence de preuves plus solides, c'est une des dernières théories qu'on a. Le jeu oublié de tous. Je ne sais presque rien de ce jeu, tout ce dont je me souviens, c'est que c'est un peu comme Harvest Moon, mais avec une touche sombre. Voilà ce qu'on pouvait lire sur un post Reddit de 2016. Le jeu commence avec toi et ta femme, un soir vous vous disputez et tu finis par la poignarder à mort. Maintenant le jeu tourne autour de toi, tu essayes de rester en vie tout en essayant d'empêcher la ville de découvrir l'incident qui s'est produit. De temps en temps, les flics viennent fouiller ta maison et tu dois cacher son cadavre. C'est loin d'être le premier message de ce genre. Les annonces de jeux maudits et bizarres, c'est monnaie courante sur internet. Mais celui-là est étrange. Plusieurs personnes semblent vaguement se rappeler du jeu, mais personne ne trouve quoi que ce soit dessus. Aucune image, aucune mention, aucun article, c'est comme s'il n'avait jamais existé, comme spectre qui hante l'esprit des masses. Pendant des années, on tente de comprendre d'où vient ce jeu de ferme démoniaque. Les théories s'enchaînent, le post original serait un troll ou une manière détournée de faire la promo d'un futur jeu. D'autres parlent d'un jeu maudit qu'on a tenté de faire disparaître à tout jamais. Profitant de la hype, plusieurs développeurs commencent même à faire leur propre version. Pendant 5 ans, on cherche jusqu'à tomber sur cette vidéo. It sounds like Harvest Moon, but with like corpses. Publié en 2015, un youtubeur explique son idée pour une version dark de Harvest Moon. La femme, les flics, tout colle. En voyant ça, le rédacteur du post original se rappelle de tout. Il avait dû voir cette vidéo et avec le temps, son cerveau a altéré ce souvenir jusqu'à croire que le jeu existait vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, d'autres ont eux aussi créé cette version erronée de la réalité, contribuant encore plus au mystère. C'est l'effet Mandela. Parfois, un grand nombre de personnes partagent tous le même souvenir. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde se rappelle des Looney Tunes, alors qu'ils se sont toujours appelés les Looney Tunes. Pourtant, instinctivement, on dit l'inverse. Des fois, c'est bien plus sombre. Il y a quelques années, sur 4chan, on commence à parler du Volleyball Incident. En 2006, quelque part dans l'état du Dakota ou du Nebraska, une personne se rappelle avoir vu des tirs et des explosions lors d'une partie de volley. Il voit des gens en parler dans un journal local, il en discute avec ses amis, mais rien de plus. Pourtant, d'après ce qu'il avait entendu, entre 17 et 24 personnes étaient mortes. Pourquoi personne n'en parle? Est-ce qu'on a couvert l'affaire? Plus les gens arrivent pour dire qu'eux aussi se rappellent de ça, plus l'histoire devient floue. On n'est même plus sûr de l'état, de la date ou du nombre de victimes. On trouve des événements qui pourraient coïncider, comme celle d'un homme au Colorado qui en 2006 a pris 6 lycéennes en otage avant de mettre fin à ses jours. Horrible, mais ça ne colle pas vraiment à l'histoire d'origine. Aucun rapport avec un terrain de volley. Encore aujourd'hui, on n'en sait rien. Peut-être que le poste de base est une déformation de quelque chose qui est vraiment arrivé. Mais en ajoutant des éléments, Internet a créé une nouvelle histoire, un souvenir collectif perdu entre le réel et la fiction. C'est le problème avec beaucoup de vieux secrets du web. Des fois, plus on cherche, moins on a de chances de trouver la vérité. Un des tout premiers remonte à 1994, l'année de sortie de The Division Bell des Pink Floyd. Sur les forums de discussion musicale, un internaute sous le nom de Publius Enigma annonce qu'un secret est caché dans l'album. Une série de puzzles avec un grand prix à la clé. Personne n'y croit, jusqu'à ce que, pendant un concert, quelques semaines plus tard, les mots Enigma Publius apparaissent dans les lumières de la scène. Les recherches commencent, mais 2 ans plus tard, le forum ferme, et plus aucune piste n'est découverte. Les membres de Pink Floyd disent ne rien savoir. Pour eux, c'est sûrement l'œuvre d'un des membres de la maison de disques fan de puzzle. Mais le but de tout ça, et surtout le prix à la clé, on n'en sait toujours rien. Plus les années passent et plus les théories se transforment en creepypasta. On parle du FBI, de complots secrets, de fin du monde, tellement qu'il devient presque impossible de démêler les théories solides de la pure fiction. Finalement, c'est ça les vrais mystères d'internet. Pas le paranormal ou les théories fantasques sur le nouvel ordre mondial. C'est l'intention des gens qui les postent. D'où viennent-ils et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Derrière chaque secret, il y a une histoire profondément humaine. Résolue ou non, chacun d'entre eux est unique. Les recherches, les trouvailles ou les déceptions ne sont que des pages de plus qui s'ajoutent à la grande histoire du web. Elles nous rappellent qu'Internet, c'est pas juste des sites, des données, des chiffres, à la base, c'est nous.